Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio. Ravi de vous retrouver en ce début d'année avec André Berkoff qui est dans tous ses états. Il le sera. En direct. Et nous sommes en direct, Céline Alonso. Ne l'oubliez pas, c'est important. Et oui, et vous êtes effectivement, comme je le disais, André Berkoff, dans tous vos états et pour cause l'accélération du basculement du monde interpelle et bouscule. Écoutez. Voilà, c'est un rap de jeunes iraniennes. Et en ce moment, ça y est, oui, ça bascule un peu partout dans le monde, mais ça bascule en Iran, on ne sait pas où ça ira encore, mais on voit quelque chose, on sait des choses, on va en parler dans la seconde partie de cette émission, dans Culture dans tous ses états, on va en parler longuement de l'Iran, avec une sociologue, avec un avocat, et on va évoquer le fait que, parce qu'il faut le dire aujourd'hui, ce sont des informations, il y a énormément, en tout cas, un certain nombre de diplomates iraniens qui arrivent au Liban et ailleurs avec famille et enfants. C'est-à-dire qu'il y a pour la première fois, en tout cas avec autant d'intensité, quelque chose qui bascule après 47 ans. C'est quand même quelque chose de très très important, donc on va prendre le temps d'en parler. Et dans le silence assourdissant, vous avez marqué d'un certain nombre de bonnes âmes qui s'indignent de certaines choses, qui ont de l'indignation à géométrie très variable. Hein. C'est formidable, hein. C'est les 10 poids, 10 mesures. On en reparlera, mais auparavant, on va parler aussi de l'écriture inclusive, bien sûr. Alors l'écriture inclusive, mais on croyait que c'était... Non, que c'était, écoutez, bien cantonné dans les milieux du wokisme original. Non, pas du tout. Le Conseil d'État a dit, non, c'est bien, on peut l'utiliser. Dans certaines circonstances, on va en parler avec Jean-Yves Le Gallou. On va parler évidemment de Jean-Luc Mélenchon. Comment ignorer Jean-Luc Mélenchon, qui réclame à corps et à cri le retour de Maduro, ce formidable démocrate que ces salauds d'Américains ont attrapé, alors que c'est le bienfaiteur de l'humanité, qui disait lui-même qu'il donnait tout son argent au peuple, alors que rien qu'en Suisse, on a bloqué 10 milliards d'euros sur le compte de Nicolas Maduro. On va en parler évidemment, et on va parler de tout le reste, Mélenchon, Mathilde Panot, etc. Et on va parler aussi des impôts. Et oui, avec Benoît Perrin, de Contribuables Associés, qui font un travail formidable. Alors, où va notre argent ? Vous savez que c'est la complainte. Où va notre argent ? Alors, on parle beaucoup de corruption, on parle du narcotrafic, on parle de blanchiment. Mais le vrai blanchiment, est-ce que ce n'est pas que les Français ne savent absolument pas, ou très peu, tous les impôts qu'ils donnent, que ce soit sous forme TVA ailleurs, eh bien, ils vont où ? Dans quel gouffre ? Eh bien, on va prendre le temps d'en parler. Et puis ensuite, évidemment, l'Iran. Et oui, l'Iran, de 13h à 14h sur Sud Radio, la culture dans tous ses états. La fin du régime des mollahs est-elle proche, André Berkoff ? On va en débattre avec des experts et avec vous aussi, chers auditeurs. Nous sommes en direct avec André. Appelez tout de suite le 0826 300 300. On vous donne la parole en direct sur Sud Radio de midi à 14h. Alors restez avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. À l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau, mais pourtant si féconde, enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan. La langue de chez nous, chantée par Yves Duteil, qui rend un très bel hommage à notre langue française. André Berkoff, qui est malheureusement maltraité par certains adeptes, et notamment des adeptes du wokisme, André. Si ça n'était que les adeptes du wokisme, oui. Céline, ce serait rassurant. Et oui, mais le problème aujourd'hui, c'est que cette idéologie, André, est encouragée, notamment par certains juges. Mais pas par certains juges, par le Conseil d'État. Et Exactement. on va en parler, justement. Le 31 décembre dernier, comme par
par hasard, hein, dernier jour de l'année. Le Conseil d'État a tranché, il est occupé. Le Conseil d'État, vous voyez, on dit qu'il travaille pas, qu'il fout rien. Pas du tout, pas du tout. Regardez, le 31 décembre, ils sont sur le front. Pour quoi? Eh bien, c'est très simple. Ils ont rejeté la demande de l'association Francophonie à venir, qui est opposée à l'écriture inclusive sur les plaques commémoratives installées dans la capitale, vous voyez, dans Paris. Et alors, il y avait une plaque commémorative, on n'a pas la photo, mais vous savez, avec .E.S, monsieur, mesdames, etc., et même pas le YEL, etc. Enfin, l'écriture inclusive, et donc, qu'est-ce que ça a à faire avec la langue française? Eh bien, le Conseil d'État a validé l'utilisation par la ville de Paris de l'écriture inclusive sur les plaques commémoratives. Jean-Yves Le Gallou, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Conseil d'État, qui est l'institution qui dit bien le droit, en principe, dit, ah oui, l'écriture inclusive, c'est très bien. Eh bien, la mairie de Paris a fait quelque chose avec .E.S, etc. Eh bien, c'est validé. Oui, alors quand on dit que le Conseil d'État dit le droit, il ne dit pas plus le droit que le Conseil constitutionnel. Il interprète de manière progressiste et wokiste un certain nombre de principes généraux dans le sens qui l'intéresse. En l'occurrence, cette décision est fondée, je pèse mes mots, sur un mensonge. Parce que dans les attendus par lesquels le Conseil d'État rejette l'annulation de la décision de la ville de Paris, il y a cette phrase: l'écriture inclusive ne saurait être regardée comme une prise de position politique et idéologique. L'écriture inclusive ne saurait ah oui, mais... Or, évidemment que l'écriture inclusive est une position idéologique et politique. Donc, l'attendu qui permet au Conseil d'État de renvoyer chez eux les défenseurs de la langue française est fondé sur un mensonge. Il faut bien dire les choses. Et pourquoi? Parce que le Conseil d'État, c'est tout sauf une institution neutre. Alors, c'est une institution à direction politisée. Socialiste. Mais alors, Jean-Yves Le Gallou, avant d'arriver à ça, on va prendre le temps de le faire, au fond, rappelez, il y a eu la circulaire Blanquer qui avait quand même remis à sa place l'écriture inclusive. Alors, il faut le rappeler, ça. Il y a eu la circulaire Blanquer... Quand il était ministre de l'Éducation nationale. Quand il était ministre de l'Éducation, qui est une circulaire qui remonte à 2020, je crois, oui, dans lequel il prenait un certain nombre de dispositions sur l'utilisation des mots féminins pour féminiser, par exemple, le mot professeur, etc., mais il s'opposait à l'écriture inclusive au motif que c'était contraire aux règles de grammaire qu'on enseignait aux enfants et que ça pouvait créer un certain nombre de troubles. Et sur ce point-là, il y a eu 4 ans plus tard, en 2024, une décision du Conseil d'État qui n'a pas annulé la circulaire Blanquer. Donc il y a 2 décisions du Conseil d'État sur ce sujet. Contradictoire alors? Contradictoire, enfin, pas complètement, parce que c'est pas exactement le même sujet. Dans un cas, c'est comment doit-on enseigner, quelle langue exacte doit-on utiliser aux enfants, et dans ce cas-là, pour le moment, c'est encore le français, et une décision qui dit, pour les municipalités, les plaques commémoratives, on peut utiliser l'écriture inclusive. Les 2 décisions sont inscrites au Lebon. Vous savez que c'est le recueil des jurisprudences du Conseil d'État. D'accord. Donc il y a 2 décisions un peu contradictoires. Quand même. On peut espérer, peut-être que la deuxième préparera ensuite une modification de la première. Je ne sais pas. Alors, donc, est-ce que cette décision-là, est-ce que Jean-Yves Le Gallou, elle fait jurisprudence? Elle peut faire jurisprudence? Oui, tout à fait, puisque le Conseil d'État, dans sa décision, précise que cette décision est inscrite au Lebon. C'est-à-dire que toutes les collectivités qui voudront se livrer au même c'est réservé aux collectivités, c'est ça? Je ne sais pas si c'est réservé aux collectivités, mais en tout cas, ça s'appliquera effectivement aux collectivités. En tout cas, c'est une décision. L'État peut le faire aussi, à mon avis. C'est une décision inscrite au Lebon, donc qui peut être utilisée dans d'autres contentieux. Dans d'autres circonstances. Oui. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui amène le Conseil d'État, institution quand même en principe respectée et en principe respectable, à aller vers cette écriture inclusive dont tout le monde reconnaît, pardon, je vais le dire, c'est mon opinion personnelle, que c'est une écriture de chiure de mouche et qu'ils introduisent dans le français quelque chose qui n'a rien à voir. Opinion personnelle. Mais qu'est-ce qui amène le Conseil d'État, en tout cas une partie du Conseil d'État? Le Conseil d'État, c'est une institution socialiste. Le Parti socialiste, c'est 2% de l'électorat aux dernières présidentielles.
mais c'est toute l'ossature du Conseil d'État. Alors c'est assez simple. Le Conseil d'État, vous avez un président, M. Tabuteau, qui est un socialiste, qui a fait carrière avec les socialistes. Vous avez un président de la section de l'Intérieur, M. Thuot, qui est un socialiste immigrationniste par ailleurs. Vous avez comme président de la section du contentieux, M. Chantepie, socialiste, homosexualiste par ailleurs, ça ne gâte rien. C'est un autre problème. C'est un autre problème. Vous avez deux présidents adjoints de la section du contentieux qui ont aussi servi des ministres socialistes, M. Moscovici, Mme Marisol Touraine. Oui. Et vous avez, au cas particulier, le rapporteur, alors je ne sais pas si la décision a été complètement conforme au rapporteur, mais en général, le rapporteur est suivi, et c'est un élément évidemment très important dans une décision prise par le Conseil d'État. Le rapporteur, c'est Monsieur Renaud Vedel. Monsieur Renaud Vedel, il a été directeur adjoint de cabinet de Monsieur Valls, chargé de la sécurité. Donc en gros, quand M. Valls gazait les poussettes, il y avait M. Vedel derrière l'opération, ou en tout cas qui cautionnait l'opération. Il a été ensuite conseiller pour l'intérieur de Valls comme Premier ministre. Et ensuite, il a été chargé du centre de crise au moment de la période du Covid. Et pour couronner le tout, il a été au cabinet de M. Barrot et de M. Jean-Noël Barrot et de Mme Ferrari, chargée du numérique. Donc, vous voyez qu'il a une carrière, il a une belle carrière militante. Il a une carrière militante, ouais. Et il ne va pas laisser sa tunique militante en rentrant au Conseil d'État. Il n'y a pas que des socialistes, hein, même au Conseil d'État. Ne me dites pas que tout le Conseil d'État, bien sûr, vous avez cité un certain nombre de gens. D'ailleurs, ils peuvent venir répondre. Hein, Sud Radio est ouverte à toute parole. On dit cela et puis je voulais répondre. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas des gens qui se sont publiquement au Conseil d'État révoltés ou dire, écoutez, on n'est absolument pas d'accord. Alors, si vous voulez, d'abord, il y a plusieurs sections. Ouais. Même dans le contentieux, là, la chambre qui a traité ça, c'est la chambre dite des libertés, qui traite aussi la question de l'immigration, et donc qui est plutôt gauche, on va dire. Voilà. D'accord. C'est-à-dire pour les libertés des immigrés, mais pas forcément pour la liberté des patriotes, et plutôt penchant gauche, plutôt vers ce côté. Okay. Mais si vous voulez, je dois vous dire. Il y a eu une décision qui a été prise il y a quelques mois sur une question d'ouverture du droit d'asile à de nouveaux contingents d'étrangers. Oui. Et donc j'ai critiqué ces décisions et j'ai mis en cause le nom du magistrat, parce que je pense que les magistrats doivent assumer leurs décisions et qu'il est normal de les nommer. Et j'ai reçu un message d'un de ses proches en disant mais pourquoi vous l'attaquez, pourquoi vous le citez, il est plutôt de droite. Oui, peut-être, mais il est soumis à une hiérarchie de gauche. Voilà. Et si vous voulez, au cas particulier d'ailleurs, le président de la Chambre... En fait, on a une gauche wokiste et une droite timorée. Voilà, faut le dire. Ça dit dans beaucoup d'endroits. Oui. Et si vous voulez, là, le président de la 10e Chambre qui a rendu le jugement, il avait été nommé en 2020, il a été renommé en 2024. Il est probable que si sa Chambre avait donné des résultats qui convenaient pas tout à fait à sa hiérarchie, eh bien, il n'aurait pas été renommé. Il y a une hiérarchie, si vous voulez. Quand on dit que les juges sont indépendants, là je parle des juges administratifs. Oui, bien sûr. C'est autre chose que les juges judiciaires. Ils sont indépendants dans le cadre d'une hiérarchie où on leur donne telle ou telle responsabilité, où on leur donne telle ou telle affaire, où on ne leur donne pas. Et ça, le vrai problème, c'est qui jugeront les juges. On le sait, c'est vraiment un problème par rapport au pouvoir et contre-pouvoir. Mais reste une chose... Vous savez, le Conseil d'État, d'ailleurs, il n'a pas fait que des choses extraordinaires dans sa vie. Non, mais vous savez que en 1945, au moment de l'épuration, quel a été le corps administratif le plus épuré? C'est le Conseil d'État. Ils ont eu 40% de révoqués ou de mise à la retraite d'office, et même un condamné à mort. Heureusement pour lui, il n'a pas été exécuté. Donc, si vous voulez, le Conseil d'État, il n'est pas vierge de Jean-Yves Le Gallou, il ne faut jamais oublier que tous les juges et les magistrats
et je ne veux pas généraliser, mais enfin, qui ont été là pendant le régime de Pétain, il n'y en a eu qu'un seul qui a démissionné. Absolument. Et alors, si vous voulez, ce qui est amusant, c'est que celui qui a démissionné il a été réintégré quand même en 1945, mais il n'a pas fait bonne carrière du tout, car on ne lui faisait pas confiance. Voilà l'anecdote mérite quand même d'être citée. Et ce qui est terrible, voilà. Et alors, est-ce que donc l'écriture inclusive va prospérer comme ça? Est-ce que ce wokisme dont on voit très bien qu'il est combattu un peu partout et qu'aujourd'hui quand même il perd de sa superbe, de sa virulence, est-ce qu'il va être vraiment encore une fois à rebours de ce qui se passe et qu'il va prospérer? On espère que pas. Vous allez écrire un livre là-dessus quand même, Jean-Yves Le Gallou, non? Je ne sais pas. Le prochain livre que j'écris, c'est sur la remigration. C'est un autre sujet que j'ai écrit, qui va sortir en mars prochain. Eh bien écoutez, on vous recevra pour cela, et je rappelle vos mémoires, un très, rappelez-moi le titre. Mémoires identitaires. Mémoires identitaires, c'est un livre à lire, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec Jean-Yves Le Gallou, et en tout cas, rendez-vous pour la remigration. Merci André Berkoff. Merci à vous d'être venu sur Sud Radio. Dans un instant, André Berkoff, c'est de la France, championne d'Europe de la pression fiscale dont nous allons parler avec Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés. Où vont nos taxes? Trop d'impôts tue l'impôt. Qu'en pensez-vous, chers auditeurs? Appelez-nous au 0826 300 300. On vous donne la parole sur Sud Radio en direct dans une poignée de secondes. Airdefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Oui, juste une petite précision par rapport à l'entretien que nous avons eu avec Jean-Yves Le Gallou, qui était très intéressant sur l'écriture inclusive, évidemment. Le propos de parler de quelqu'un d'homosexualiste, employé par Jean-Yves Le Gallou, n'est absolument pas partagé par nous, par moi et par la rédaction. Voilà, mais c'est son opinion et je lui laisse on lui laisse l'entière liberté de ses opinions, sachant que on n'est absolument pas d'accord avec cette définition d'homosexualiste qui n'a rien à faire dans cette histoire d'écriture inclusive. Voilà, c'était juste une précision, mais nous tenions à la faire. Que tu sois, quoi quand tu fasses. Faut que tu craches, faut que tu payes, pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent. Tout, nous sommes Ursaf, Cancras et Garbalas. Que tu sois, quoi que tu fasses. Faut que tu craches, faut que tu payes, pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent. Tout. Salut, TVA, bien. Les Inconnus sur Sud Radio, André Berkoff, avec cette parodie sur la France qui taxe à tout va, et ce depuis de nombreuses années, longtemps. Notre pays a été, il faut le dire, champion d'Europe de la pression fiscale. En 2024, André, il a été détrôné par le Danemark, mais il faut dire que la taxomanie continue de sévir sur notre territoire, malheureusement, André. Oui, il a été détrôné par le Danemark, il faut le dire, parce que le Danemark ne sait pas s'il va perdre le Groenland, et du coup, s'il perd le Groenland, ça va être fait. Il faut vraiment augmenter les taxes de ces pauvres Danois. Ça va être embêtant. C'est une autre histoire. Benoît Perrin, bonjour. Bonjour André Berkoff. Vous êtes directeur de Contribuables Associés, on vous reçoit toujours avec plaisir. Mais écoutez, on a l'impression là de faire même pas un refrain, même pas un mantra, on ne sait plus ce que c'est. C'est-à-dire, ça fait pratiquement 40 à 50 ans, vous le savez mieux que moi, vous savez, dernier budget en équilibre, on le rappelle, 1974, et puis après les prélèvements obligatoires, etc., nous sommes à, je ne sais pas, à plus de 50%. 58% de dépenses publiques, effectivement, par rapport à notre PIB. Rappelez-vous ce que disait Giscard d'Estaing, au-delà de 40, nous sommes dans un pays socialiste. Alors, je ne sais pas si c'est l'URSS ou autre chose, mais au fond, et moi, c'est vrai, la question que je voulais faire là, en ce début d'année, c'est de se dire, voilà, et on parle encore, vous voyez, de ces nouvelles taxes sur les produits importés, la taxe carbone, etc., taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe sur l'héritage, l'eau, bien sûr, etc. Et au fond, cette religion absolue de l'impôt, cette espèce de dire, écoutez, on ne peut pas faire autrement, il faut y aller. En même temps qu'on voit vous le savez très bien, où va l'argent dans des espèces d'extraordinaires gâchis, ou en tout cas, où on donne des milliards ici, ou des milliards à quelqu'un à 10 milliers de kilomètres, à des dizaines de milliards.
au fond, c'est quoi? C'est une espèce d'idéologie. Au fond, est-ce qu'on peut dire ça? C'est une croyance, c'est une idéologie en disant il n'y a pas d'autre solution. Thatcher disait, mais elle était totalement libérale, there is no alternative. Il n'y a pas d'alternative à l'impôt? Moi, je pense que c'est à la fois un sujet de dogme et d'opportunisme. De dogme, parce que vous avez raison, la logique collectiviste qui ne marche nulle part ailleurs, enfin nulle part dans le monde, et en France non plus évidemment, consiste à dire on va régler tous nos problèmes en taxant davantage les gens et en déployant encore davantage la dépense publique. Ça, je pense que c'est vraiment du dogmatisme. Et effectivement, ce fameux dogmatisme, il est malheureusement partagé par bon nombre de responsables politiques, bon nombre de hauts fonctionnaires et bon nombre de personnels de l'éducation nationale qui effectivement préparent en quelque sorte les Français à cette solution qui effectivement est une solution qui ne marche jamais. Donc ça, c'est la partie dogmatisme. Oui. Après, vous avez la partie, je crois, opportuniste qui est peut-être aussi grave que la première, à savoir que nos responsables politiques se disent si je veux avoir des voix, il faut que je dépense. Autrement dit, pour avoir des voix, il faut que je propose un maximum de social, c'est-à-dire davantage d'argent aux Français et davantage de gratuité, sachant qu'on sait très bien que davantage de dépenses publiques, c'est donc du coup davantage d'argent qu'on prélève à ceux qui travaillent, et la gratuité n'existe pas puisque au final il y a toujours quelqu'un qui paie. Il n'y a pas de dîner gratuit. Exactement. Quand on vous dit on va rendre les transports gratuits pour telle ou telle personne, non, on va juste dire avant c'est Paul qui payait, maintenant c'est Pierre qui l'a payé peut-être 2 fois plus que ce qu'il payait avant. Mais je veux dire, au fond, il y a toujours quelqu'un qui paye. Donc vous voyez, donc si vous rajoutez dogmatisme plus opportunisme, eh bien vous avez une espèce de potion maléfique qui fait que la dépense publique continue d'augmenter, et notamment par le fait que nos responsables politiques pensent qu'ils ne peuvent être élus qu'à partir du moment où ils donnent davantage de droits aux Français et d'argent. Mais Benoît Perrin, poussons la chose. Ça veut dire que la démocratie représentative aujourd'hui, soyons clairs, présente des effets pervers absolument incontestables. Alors je ne veux pas dire qu'on est contre la démocratie, contre les élections, c'est pas ça. Mais il y a un problème. S'il n'y a pas de garde-fou, alors le politique, évidemment, il pense qu'à son élection, je parle du politicien, pas l'homme d'État selon Churchill, vous savez, c'est autre chose. Exactement. Lui, il est pour les nouvelles générations, il pense au futur. Mais comment résoudre cette équation impossible? Alors, vous mettez le doigt exactement là où il faut, c'est-à-dire que je crois, un des sujets de la vie politique française et qui nous emmène malheureusement vers les abîmes, c'est exactement ce que vous venez de dire, et l'INSEE le dit. Qu'est-ce que dit l'INSEE? Quelque chose de très simple. Aujourd'hui, vous avez à peu près 57% des Français qui reçoivent davantage de l'État qu'ils ne donnent à l'État. Donc à l'inverse, vous avez 43% des Français qui sont des contributeurs nets. Donc autrement dit, vous avez aujourd'hui 57% des Français sont des assistés. Enfin, j'exagère. En tout cas, perçoivent plus. C'est effroyable comme chiffre. C'est effroyable, mais ça explique exactement ce que vient d'expliquer André. Ça explique la difficulté démocratique qui est la nôtre aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez des responsables politiques qui regardent la carte électorale, en tout cas leur marché en quelque sorte, ils se disent quoi? Ils se disent en gros, comme aujourd'hui, il y a plus de gens qui ont intérêt à ce que le système perdure, plutôt que de gens qui ont intérêt à ce qu'on réforme les choses, et bien évidemment, ils ont tendance à se dire, en fait, il faut qu'on continue la fête, parce que j'ai plus de chances d'être élu si j'arrive à avoir avec moi une majorité, et si de l'autre côté, bien sûr, je ne crée pas de mécontentement. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la dépense publique, c'est pas de l'argent qui est dans le ciel. La dépense publique, c'est de l'argent qui va au bout d'un moment dans l'argent d'un Français ou d'une entreprise. Donc si vous baissez la dépense publique, vous créez de l'insatisfaction. Et que détestent nos responsables politiques? Créer de l'insatisfaction. Donc il faut effectivement réussir à convaincre une majorité de Français qu'il faut qu'on arrive à s'enrichir collectivement. Et pour s'enrichir collectivement, il faut effectivement qu'on réussisse à baisser la dépense publique. C'est la seule manière en fait de s'enrichir et casser le logiciel selon lequel l'argent vient toujours du public. Non, il faut absolument qu'on réussisse à recréer de la croissance pour que l'argent dont on a besoin pour nos services publics et pour nos prestations sociales viennent davantage du privé. Parce qu'aujourd'hui, malgré le taux d'imposition monstrueux, vous savez qu'on est obligé, compte tenu de notre dépense publique très élevée, d'emprunter quand même sur les marchés financiers. Donc vous voyez, vous dites, on paie beaucoup d'impôts, vous avez raison, et en même temps, ça suffit même pas pour payer nos dépenses publiques. Et vous savez que 57% de nos investissements, d'abord, on paye 70 milliards, bientôt 100 milliards pour rembourser les intérêts de notre dette, même pas les dettes. Plus que le budget de la défense. Voilà. Et donc, alors, à ce moment-là, est-ce qu'il y a une question d'éducation? Parce que, est-ce que Benoît Perrin, on ne peut pas arriver, personne ne le souhaite, au moment où on est
non pas au bout du tunnel, mais au bout de l'impasse. C'est-à-dire, on se retrouve dos au mur. Est-ce qu'on peut, alors on dit, oui, mais une nation n'est jamais dos au mur, une nation ne fait pas faillite, etc. Il n'empêche, et si le FMI arrive, si je ne sais pas, d'autres... Parce que, est-ce qu'on se dit, voilà, c'est très bien, on rase gratis, ça va, jusqu'aux prochaines élections, mais élections, il va y avoir les prochaines élections, les présidentielles, législatives dans 3 mois, les présidentielles l'année prochaine. Donc, on va continuer à aller, si vous voulez, j'ai l'impression, je me rappelle, je ne sais quel chef d'État disait ça, nous étions au bord du gouffre et depuis on a fait un grand pas en avant. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Guette. Pour résumer un petit peu notre discussion, j'aurais tendance à dire que c'est la victoire du bonbon contre le brocoli. C'est-à-dire qu'on a des responsables politiques qui nous offrent des bonbons depuis 50 ans. Et c'est vrai que c'est toujours plus facile de proposer des bonbons. Je veux dire, tout le monde aime ça, c'est sucré, c'est doux. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui vous proposent du brocoli. C'est vrai que c'est moins bon, mais en même temps, c'est bon pour la santé et c'est bon pour la santé à long terme. Donc c'est vrai qu'on a des responsables politiques qui font preuve, je crois, d'une démagogie crasse, à savoir proposer toujours de l'argent public en disant on va sortir de l'ornière grâce à ça. Alors maintenant, la question, c'est effectivement jusqu'à quand ça peut durer. Mais en toute franchise, personne n'est capable de répondre à cette question. En revanche, le bon sens paysan, oui, nous laisse à penser quand même que les dettes ne vont pas jusqu'au ciel, que le fait d'avoir des déficits de plus en plus importants, c'est évidemment pas bon parce que les marchés financiers, ce qu'ils continuent à faire, vont augmenter leur prime de risque, c'est-à-dire qu'on va emprunter de plus en plus cher avec le temps. Maintenant, jusqu'à quand ça peut durer? Encore une fois, on ne sait pas. Ce dont on est certain, c'est qu'on a un mur en face. La seule question, la seule certitude qu'on peut avoir, c'est qu'on ne sait pas à quelle distance on est du mur. C'est-à-dire que je crois qu'il ne faut pas tout le temps crier au loup en disant on est justement au bord du ravin. En fait, objectivement, on ne sait pas. On est quand même un grand pays. Si la France tombe financièrement, et elle risque d'emporter toute l'Europe avec elle. Il y a des dispositifs de la Banque Centrale Européenne qui permettent de racheter des dettes sur le marché primaire comme sur le marché secondaire. Donc je veux dire, il y a quand même quelques garde-fous avant qu'on tombe. Néanmoins, il est évident que plus le temps passe, plus on met la poussière sous le tapis, plus on est en zone de risque. Et ce risque, il peut arriver dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, on n'en sait rien. Oui, vous voulez dire que c'est possible. Oui. C'est comme quelqu'un qui injecte du gras tout le temps. Je veux dire, il y a un moment où vous ne tombez pas malade demain. En revanche, vous avez la certitude de tomber malade un jour. Selon vous, la France pourrait être mise un jour sous tutelle, effectivement, du FMI. Mais à quoi ressemblerait cette France sous tutelle du FMI, justement? Alors, donc la réponse est oui, ça peut arriver. Je ne sais pas quand, mais ça peut arriver. Il faut exclure aucune hypothèse que tout est possible. Vous savez, les crises financières, on ne sait jamais exactement d'où ça vient. C'est souvent d'ailleurs pour des raisons politiques, pas forcément pour des raisons purement financières. L'Espagne a connu une grave crise financière alors qu'ils étaient à 70% de dette. Nous, on est à 120%, on n'a toujours pas de crise. Le Japon est à quasiment 200% de dette, ils n'ont pas de crise. Donc vous voyez ce que je veux dire? C'est un mélange un peu confus de politique, d'économie, de finances publiques qui fait qu'un jour les marchés financiers ne vous font plus confiance et là vous ne pouvez plus emprunter sur les marchés financiers. Et quand vous ne pouvez plus emprunter sur les marchés financiers ou alors emprunter à des taux très élevés, effectivement, vous êtes obligé d'avoir recours dans un premier temps à la Banque centrale, dans un second temps au FMI. Et si le FMI arrive, alors là, pour le coup, on n'est plus dans l'histoire du brocoli. Là, c'est-à-dire qu'on est dans un traitement, dans une thérapie de choc. Là, vous avez une augmentation très forte de la TVA. Donc, d'une manière générale, des impôts, vous avez la baisse des pensions, vous avez baisse du nombre de fonctionnaires. Baisse du pouvoir d'achat. Enfin, je veux dire, voilà que c'est soit on arrive à réformer la France aujourd'hui dans la douceur, soit ce sera demain dans la douleur. Il faut vraiment avoir conscience que vaut mieux aujourd'hui que demain. C'est presque une démarche préventive qu'il faut avoir aujourd'hui. Sachant que, pour faire le lien avec l'actualité, aujourd'hui, on a des déficits qui, selon le Sénat, en tout cas le projet du Sénat, serait de 5,4%. L'objectif du gouvernement, c'est d'être à peu près à 5% de déficit. Vous voyez, on est hors période de crise et on n'arrive même pas à trouver les 12 milliards qu'il faut pour passer de 5,4 à 5% de déficit. Donc vous voyez, il faut vraiment que nos responsables politiques fassent preuve de responsabilité et fassent preuve de courage, parce que sinon, effectivement, on va vraiment taper dans le mur. Le vrai problème, c'est qu'il n'y a que des Benoît Perrin qui disent ça, et quel homme politique dit ça? Le vrai problème, il est là. Quel est l'homme politique? Ceux qui le disent ne sont pas ceux qui sont au pouvoir. Ce qui est frappant, vous savez, c'est que les responsables politiques dans l'opposition, pour une partie d'entre eux,
sont assez courageux quand ils sont plus au pouvoir ou pas encore au pouvoir. Le sujet, c'est dès lors qu'ils arrivent quand ils sont au pouvoir. Voilà. Donc, si vous voulez, j'ai 45 ans. Ça fait des dizaines d'années que j'entends des responsables politiques tenir des grands discours lorsqu'ils sont pas au pouvoir. Donc voilà, maintenant, je pense qu'il faut juger il faut élire évidemment des responsables qui géreront bien notre argent, parce qu'il n'y a pas d'argent public. Faut rappeler. L'argent public, c'est l'argent des Français. qu'on a extraordinaire. Il dit, vous savez, c'est pas cher, c'est l'État qui paye. Exactement. Cette phrase immortelle de François Hollande. C'est exactement ça. Comme si l'État, encore une fois, était un. Qui apporte de l'argent à l'État, qui donne de l'argent à l'État. Exactement. Donc voilà. Donc il faut faire pression sur les élus. Donc faut voter pour les élus qui nous proposent une bonne gestion. Et deuxièmement, une fois qu'ils sont au pouvoir, faut continuer à maintenir la pression. Et c'est l'objectif de Contribuables Associés, justement, pour que justement ils fassent en sorte de tenir leurs promesses, parce qu'on a trop été trahis. C'est pas vous, je vais l'apprendre. Ça c'est clair. Merci Benoît Perrin, parce qu'il est bon de rappeler un certain nombre de choses, surtout que des élections arrivent. Ce sont des municipales en mars prochain, une élection présidentielle en 2027. Vous savez, il faut leur dire, ça dépend aussi de vous, ça dépend des Français. Exactement. Il faut rappeler ça, parce qu'on dit toujours, ouais, c'est salaud, c'est machin, ils sont éservelés, tout ça. Mais ça dépend de nous. Quand vous allez vous dire, voter, ça sert à rien, mais qui passe, après vous allez le sentir. Vous savez, c'est exactement, moi c'est la chose la plus formidable, c'est la jour des miliciens dans un pays qui arrivent et qui font le tour des gens, voir s'ils vont éliminer ou pas, dans un pays qui devient autocratique total. Et il dit, mais pourquoi vous venez chez moi m'embêter, je ne fais pas de politique? Justement, tu ne fais pas de politique. C'est pour ça qu'on te... Merci encore. Merci André. André Berkoff, dans un instant sur Sud Radio, on fera un point sur la situation au Venezuela. On parlera surtout des excès et des outrances de Jean-Luc Mélenchon et Mathilde Panot suite à la capture de Nicolas Maduro. Si vous voulez réagir en direct sur Sud Radio, chers auditeurs, 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Dans mes pensées, comme un cri dans la ville, à bout portant, dans nos cœurs fragiles. M qui rend hommage à Charlie Hebdo, André Berkoff. Mercredi, c'était les 11 ans des attentats contre le journal satirique et l'hypercachère, au cours desquels 17 personnes ont perdu la vie, notamment le dessinateur Charb. Et à ce propos, écoutons un extrait de l'hommage que Jean-Luc Mélenchon lui avait rendu lors de son enterrement le 16 janvier 2015. Je voudrais dire ceci par rapport à ça. C'est très intéressant d'écouter l'hommage de Jean-Luc Mélenchon lors de l'enterrement de Charb, du dessinateur Charb, le 16 janvier 2015. Donc il y a presque jour pour jour 10 ans, 11 ans. Très exactement. Écoutez, parce que vous allez entendre un Mélenchon un peu différent, et quand je dis un peu, c'est une litote de ce qu'il est, ou de ce qu'il dit en tout cas aujourd'hui. Charb, tu as été assassiné, comme tu le pressentais, par nos plus anciens, nos plus cruels, nos plus constants, nos plus bornés ennemis. Les fanatiques religieux, crétins sanglants, qui vocifèrent de tout temps, à bas l'intelligence, vive la mort. Charb, ils n'auront jamais le dernier mot, tant qu'il s'en trouvera pour continuer notre inépuisable rébellion. Et il s'en trouvera toujours, parce que tu as fait ta part du travail pour qu'il en soit ainsi. Ton crayon à dessin entre les dents. Ah, belle éloquence, hein. Alors, qui sont, dites-moi, Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui? Qui sont-ils? Qui étaient-ils en janvier 2015? C'est ce que vous dénoncez comme les fanatiques religieux, les crétins sanglants qui vocifèrent à tout temps, à bas l'intelligence, vive la mort. Qui sont-ils? Qui sont-ils, Mélenchon? Aujourd'hui, vous les traitez aujourd'hui comme vous les avez traités du temps de Charb? Ça me paraît pas vraiment le cas, hein, mais intéressant, hein. À 11 ans d'intervalle, où en est Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui dans sa recherche électoraliste, je ne dirais pas fanatique, mais absolument
jugulé et injustifié pour certains, justifié pour d'autres. Mais vous savez, aujourd'hui, c'est ce qui préoccupe Mélenchon, c'est pas du tout ça. C'est de sauver Maduro. Maduro, ce grand démocrate vénézuélien dont on sait qui il est, dont on savait qui il est. Mais attention, Maduro, écoutez Jean-Luc Mélenchon, le jour où on a appris la capture de Maduro par les forces américaines. Tout cela est terrible. Que notre pays soit absent de cette façon est inacceptable. Il faut, sans barguigner, exiger la libération et le retour immédiat de Nicolás Maduro, libre au Venezuela. Ainsi, bien sûr, que son épouse, qui dans cette histoire est une sorte de capture que fait l'Empire pour impressionner ses adversaires. Voilà, je rappellerai d'ailleurs que la France Insoumise est actuellement attaque Charlie, en tout cas elle est vent debout, elle insulte Charlie Hebdo, le même Charlie Hebdo que quoi, donc vous savez, il y a 11 ans. Eh bien, Charlie a fait un dessin caricaturant Mélenchon Maduro en disant, tiens, peut-être lui aussi, il faut l'attraper ou pas. Caricature, dessin, eh ben ils sont pas contents du tout. C'est intéressant, hein. Cette espèce d'extraordinaire, mais vraiment là à ce niveau-là, c'est très intéressant. C'est-à-dire, selon que vous soyez de mon idéologie ou mon adversaire, je vous défends, même si vous êtes un salaud de dictateur qui a affamé son peuple, qui a aujourd'hui, parce qu'on l'a dit de Maduro, on sait que la Suisse a bloqué les avoirs de Maduro, 10 milliards de dollars bloqués en Suisse, les avoirs de Maduro. Et écoutez ce que disait justement Mathilde Panot, LFI aussi, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, interrogée par Apolline de Malherbe sur RMC BFM, eh bien, voici ce qu'elle disait sur Maduro. Écoutez. Vous n'avez jamais dit, les dernières semaines, les derniers mois, ou même les dernières années, que Maduro est un dictateur. Mais écoutez, si c'est la question des dictateurs, pourquoi est-ce que les États-Unis n'interviennent pas je ne sais pas, on n'a pas la question de l'intervention, je vous demande la question de la nature de ce régime. Je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que vous considérez... vraiment, nonobstant la question de l'intervention de Donald Trump, est-ce que vous considérez que Maduro n'a jamais été un dictateur? Madame de Malherbe, je ne répondrai pas à cette question et je vais vous expliquer pourquoi. Nous ne prenons pas comme modèle, et d'ailleurs nous ne prenons aucun modèle extérieur, puisque nous inventons nous-mêmes notre propre manière de fonctionner. Il y a quand même un modèle, puisque le mot inspiration a été prononcé par Jean. Ouais, c'est magnifique. Nous inventons nous-mêmes notre propre nouvelle. Vous oubliez que Jean-Luc Mélenchon a fait son beurre, son miel et le reste de Chavez, ce grand démocrate, Maduro, ce formidable démocrate, ce révolutionnaire, etc. Voilà, c'est ça que vous faites. Vous êtes incapable de dire les choses, mais que ce soit de gauche, de droite, d'en haut et d'en bas, un dictateur est un dictateur, un massacreur est un massacreur, et on vous entend pas beaucoup sur l'Iran. Oui, on vous entend, on va en parler. On vous entend très mezzo voce, pas seulement vous, hein, pas seulement vous, mais un certain nombre de médias, hein. Donc c'est pas une question de gauche ou de droite, c'est une question de secte, c'est une question de clan. Quand vous êtes dans une secte, quand vous êtes dans un clan, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous donnez la parole et vous ne respectez que les gens de votre clan, et les autres, il faut les éliminer. Voilà où on en est. Ça s'appelle la disputation. Ça s'appelle ce que Montaigne appelait le frottis, le cerveau. Ça s'appelle de discuter avec des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord. Non. Alors, effectivement, Charlie Hebdo, aujourd'hui, fait un petit truc amusant sur Mélenchon déguisé en Maduro. Ah là là, et où il dit Trump ne s'arrête pas en si bon chemin. Non, c'est pas possible. Et alors, regardez, c'est extraordinaire. Ils sont là en disant c'est pas possible. Sofia Chikirou dénonce une caricature fasciste. La militante décoloniale Rokhaya Diallo a été en Joséphine Baker avec la ceinture de banane de Joséphine. Raciste! Évidemment. Charlie Hebdo, ce sont tous des racistes, hein. C'est vraiment formidable. Voilà, c'est Minute Hebdo ou Charlie Actuel. Ils y vont ensemble, d'ailleurs, absolument en chœur. Voilà. Et Charlie Hebdo, aujourd'hui, eh bien, c'est un journal fasciste pour la secte. C'est très intéressant, vraiment. C'est lamentable. On en est arrivé là où on ne peut plus discuter. Et on ne peut plus discuter, vous savez, eh ben, ça va être
effectivement le mur et l'impasse. Et je crois qu'on va peut-être un peu changer de registre et on va parler un peu des fêtes de Noël où les dealers du sud de la France ont fait des choses très intéressantes. Eh oui, Maria Carré sur Sud Radio. Et bien pendant les fêtes de Noël, André Berkoff, des dealers qui sont à Bagnols-sur-Cèze dans le Gard précisément, eh bien ils se sont déguisés en Père Noël sur les réseaux sociaux, eh bien pour vendre de la drogue. Ouais, on aurait envie de rire si il faudrait pas être obligé d'en pleurer, hein. Les dealers, vraiment. On fait des émissions dessus, on fait des choses dessus, et puis ça change rien. Des dealers de Bagnols-sur-Cèze, effectivement, qu'est-ce qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux? Eh ben, ils ont mis, voilà, tapis rouge, musique de Maria Carré, déguisement de Père Noël. Ils se sont affichés dans des vidéos sur les réseaux, drogue et cigarettes de contrebande à la main. Voilà, petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes joujoux par milliers, n'oublie pas mon petit sniffé. C'est ça qu'ils font, les petits dealers, hein. N'oublie pas mon petit sniffé. Et effectivement, attendez, ça s'arrête pas là. Ils proposent aussi des concours de Noël, voilà, à la clé console de jeux, montres et produits de luxe. Formidable. À cause de leur déguisement, la police a eu du mal à les identifier, mais l'un des dealers a été interpellé et jugé le 7 janvier dernier. Voilà, c'est intéressant. Vous voyez, ça veut dire que le deal est devenu véritablement un outil. Voilà, ils ont leur truc de marketing, ils ont leur propagande, ils ont tout cela. C'est un business. Rappelez-vous, on a parlé ce matin dans l'émission de Gansman et Valérie Expert, 7 milliards de dollars. 7 milliards de dollars chiffre d'affaires. Ça vaut le coup de se déguiser en petit Papa Noël, hein, quand vous descendrez de la farine. Dans un instant, André Berkoff, la culture dans tous ses états. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons parler de la révolte actuelle en Iran, celle d'un peuple pour se libérer de 47 ans d'un régime criminel et terroriste. La fin du régime des mollahs est-elle proche? Eh bien, on va en débattre avec nos invités, la sociologue Manaz Shirali et l'avocat Saound Saber. Vous pouvez réagir en direct sur Sud Radio, chers auditeurs. Prenez la parole au 0826 300 300.